Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui m'a énormément été demandé, à savoir comment faire pour utiliser une base de données avec Unity. Autrement dit, comment faire pour stocker des choses dans une base de données et les récupérer dynamiquement, comme par exemple pouvoir créer un compte utilisateur dans un jeu vidéo, que les informations d'utilisateur soient enregistrées dans une base de données distante, et comment faire en sorte de pouvoir récupérer par la suite ces informations pour, dans cet exemple, implémenter un système de login ou alors implémenter un système avec sauvegarde du score du joueur. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. La majeure partie de cette vidéo ne se fera pas sous Unity, puisque on va développer en PHP une petite API REST qui va nous permettre de communiquer avec la base de données pour pouvoir faire tout ce que l'on souhaite. Là, je vais vous montrer juste comment créer un compte utilisateur et comment récupérer les différents comptes utilisateurs. Et ensuite, au final, je vous montrerai comment faire en sorte que Unity soit capable d'utiliser l'API qu'on aura développé ensemble pour pouvoir mettre en place ce système de création de compte et de login. Voilà un petit peu pour l'introduction. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, pensez à vous abonner et à mettre un petit like. Et puis c'est parti. Donc pour suivre ce tuto, vous allez avoir besoin de télécharger WAMP Server. Vous pouvez vous rendre sur wampserver.com et si jamais vous êtes sur Mac, il faudra télécharger MAMP à la place de WAMP. Donc c'est le même logiciel. Ça va nous permettre de pouvoir faire tourner du PHP en local directement sur notre ordinateur sans avoir besoin de souscrire à un abonnement en ligne pour un serveur. Donc, vous allez vous rendre dans la rubrique téléchargement et moi je vais récupérer donc WAMP Server 64 bits. Vous devez télécharger ça, vous devez l'installer. Je ne vais pas vous montrer l'installation parce que c'est vraiment une installation tout à fait classique. C'est vraiment un logiciel classique. Vous installez ça et une fois que c'est installé, vous allez lancer WAMP Server. Lorsque vous lancez WAMP Server, dans la barre des tâches Windows, vous allez avoir un petit W. Et normalement, le W doit être vert si tout s'est bien déroulé. Si jamais le W est orange ou rouge, c'est que tous les services ne sont pas lancés. À ce moment-là, il faudra regarder ce qui se passe et vous regarderez sur Internet quelles sont les causes possibles. Donc, moi, j'ai installé WAMP Server. Je l'ai installé dans le disque C, dans WAMP. Une fois que c'est installé, ça vous crée un dossier 3W. 3W, c'est vraiment la racine de votre serveur. Et dans ce dossier 3W, j'ai créé moi-même donc un dossier que j'ai appelé Tuto Unity. Là, je suis dans le dossier Tuto Unity. Donc, comme je vous l'ai dit, WAMP est lancé. Sur mon ordinateur, j'ai bien lancé le logiciel. Ce qui fait que maintenant, si je me rends sur localhost/tuto Unity, donc localhost c'est mon ordinateur et tuto Unity c'est le nom du dossier que j'ai créé. Donc si je me rends dans ce dossier, j'arrive ici à la racine de cette application, c'est un site web en fait. Le contenu est totalement vide. J'ai rien là-dedans. Alors on peut faire un petit test pour voir si ça marche. Clic droit, nouveau document texte. Je vais appeler ce document index. Et au lieu de mettre .txt, je vais mettre .php. Voilà. Et je vais venir éditer ce fichier PHP. J'utilise Sublime Text. Sublime Text est un logiciel gratuit pour Windows, Mac, Linux. Vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur de texte. L'idée, c'est juste pour que l'on puisse écrire quelques lignes de PHP. Voilà, donc je modifie le contenu du fichier, j'actualise la page, et là, si j'actualise la page, vous voyez que le texte que j'ai saisi apparaît bien à la racine de mon projet Tuto Unity. Donc, WAMP Server marche et tout est bien installé. Donc maintenant, ce que je vais avoir besoin de faire, c'est de créer une base de données. Pour cela, je vais aller sur localhost/phpMyAdmin. Quand on installe WAMP Server, ça installe automatiquement phpMyAdmin, qui est donc le gestionnaire de base de données intégré. Vous allez vous connecter, donc le nom d'utilisateur c'est root et le mot de passe il n'y en a pas. Si jamais vous êtes sur Mac ou sur Linux, je crois que le mot de passe ça sera TOOR, donc root à l'envers. À vous de voir, là je suis sur Windows pour ce tuto. Je clique sur connexion, j'arrive sur ma base de données, donc vous n'aurez rien, mais moi j'ai déjà plein de bases de données en local parce que
J'ai déjà créé d'autres projets. Ce que l'on va faire ensemble, c'est créer une nouvelle base de données. Donc je clique sur Nouvelle base de données pour créer une nouvelle base. Cette base de données, je vais l'appeler Tuto Unity. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Le mieux, c'est de suivre comme moi pour ne pas trop changer par rapport au tuto. Donc là, j'appelle cette base de données Tuto Unity. Et au niveau de l'encodage, je vais rechercher du UTF-8 MB4 General CI. Donc l'encodage, c'est la façon dont on va encoder les caractères, donc les lettres, les chiffres, etc. Et ce type d'encodage, c'est plus classique. Ça prendra en charge même les caractères français, donc avec les accents, accent aigu, etc. Je fais créer. Et là, ma base de données a été créée. Elle est vide. Comme je vous l'ai dit, nous, on va gérer des utilisateurs. Je vais donc créer une base de données très, 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 très simple. Cette base de données, elle va avoir 4 colonnes, c'est-à-dire que les utilisateurs auront 4 propriétés. Une propriété, ça peut être l'email, le mot de passe, le téléphone, l'adresse, ça peut être tout et n'importe quoi. Nous, on va faire une base de données extrêmement simple. Cette table, donc ça s'appelle une table, je vais l'appeler users. Donc je crée une table utilisateur avec 4 colonnes. Je clique sur créer pour lancer la création. Ici, je vais indiquer quelles sont les 4 propriétés d'un utilisateur. Un utilisateur aura un ID. L'ID, c'est un numéro unique qui sera attribué automatiquement à chaque utilisateur. Ensuite, on va avoir l'email. L'email, ça sera l'email de l'utilisateur. Ensuite, on va avoir le pass. Ça sera le mot de passe. Et puis, pour l'exemple, je vais ajouter une date, juste pour vous montrer comment gérer les dates, et ça me permettra de pouvoir sauvegarder la date de création du compte de l'utilisateur. Donc l'ID, c'est un chiffre, un int. L'email, ça sera un varchar de 255. Le mot de passe, ça sera un varchar de 255. Donc le varchar, c'est pour pouvoir saisir une chaîne de caractères qui fera maximum 255 caractères, ce qui est largement suffisant. La date, ça sera un date time. La date sera attribuée par défaut. Donc dans la valeur par défaut, ici, je vais dire current timestamp, ce qui va récupérer automatiquement la date au moment où on va insérer un utilisateur dans la base. Et l'ID sera attribué automatiquement. Donc je vais faire un auto-increment. Ça va automatiquement donc incrémenter la valeur. Ça sera 1, puis 2, puis 3, et ainsi de suite. Dès qu'un utilisateur sera créé, il aura un chiffre supérieur. Et on va le mettre en primary pour que ça soit la clé primaire. Donc c'est la clé unique qui va permettre d'identifier de façon unique chaque utilisateur de la base. Je vais cliquer sur enregistrer. Et là, j'ai bien ma base de données avec ma table qui a été créée et tout est bon. Maintenant, il va falloir qu'on crée les fichiers PHP qui vont nous permettre de pouvoir accéder à la base de données, créer un utilisateur et récupérer une liste d'utilisateurs. Donc, pour faire ça, j'ai créé 3 fichiers. J'ai créé un fichier que j'ai appelé helper.php qui contiendra donc les principales fonctions. Ça sera un petit peu le fichier principal. Ensuite, à côté du helper, j'ai créé un fichier que j'ai appelé getUsers.php. Ça va me permettre ça sera le code qui va permettre de récupérer les utilisateurs dans la base de données. Et j'ai également créé addUser, qui est le code qui va permettre d'insérer un utilisateur dans la base de données. Donc en fait, on va écrire des requêtes SQL. Des requêtes SQL avec un insert pour insérer et un select pour récupérer des données. Le code, je l'ai déjà écrit pour aller plus vite. Je vais vous présenter le code de addUser. addUser, dedans, je fais un require once helper.php. Ça va me permettre d'inclure le contenu du fichier helper.php. En gros, c'est juste pour séparer mon code dans plusieurs fichiers pour que ce soit plus propre. Donc je fais un require once de helper.php pour inclure le helper. Puis je crée une variable helper, je dis que c'est égal à new helper, ce qui va me permettre de créer justement le helper. Et un utilisateur, c'est quoi? C'est un email, un mot de passe. Donc je crée les variables email et mot de passe qui vont respectivement récupérer les variables get de l'URL. Donc dans l'URL, on aura des variables get, à savoir l'email et le mot de passe. Je les récupère et je les stocke dans ces variables. Ensuite, je fais une petite condition if is set email. Ça veut dire est-ce que l'email existe?
et iset mot de passe. Est-ce que le mot de passe existe? Et est-ce que l'email est différent d'une chaîne de caractères vide? Et est-ce que le mot de passe est différent d'une chaîne de caractères vide? Ce test me permet vraiment de vérifier que l'utilisateur a bien renseigné l'email, le mot de passe, et que le texte n'est pas vide. Si jamais toutes ces conditions sont respectées, je dis que user est égal à helper flèche add user. Donc ça sera la fonction qui va permettre d'ajouter un utilisateur à la base de données. Et en paramètre, on passe l'email et le mot de passe. Comme vous pouvez voir, le mot de passe, je le chiffre en MD5. C'est juste pour vous montrer comment faire pour ne pas mettre le mot de passe en clair dans une base de données. Évidemment, aujourd'hui, le MD5 n'est plus vraiment utilisé. On utilise des algorithmes de chiffrage beaucoup plus sécurisés, parce que le MD5, ça fait un moment que c'est dépassé, mais c'est juste pour l'exemple. Else, donc si jamais l'utilisateur ne met pas des bonnes données, je fais user est égal à 0, parce qu'à la fin, je fais un écho de user. Et user sera soit égal à 0, soit il sera égal à l'ID de l'utilisateur qui aura été créé dans la base de données. Parce que souvenez-vous, dès qu'on crée un utilisateur, un ID lui est attribué. Voilà pour ce code-là. Alors d'ailleurs, j'aurais pu sécuriser un peu ici. Je peux faire un strip tags. Un strip tags des données saisies par l'utilisateur. Et cette petite fonction va me permettre d'empêcher les utilisateurs de saisir des caractères spéciaux. Parce qu'en fait, quand vous avez ce type de code, vous demandez l'email et le mot de passe à l'utilisateur, mais rien n'empêche l'utilisateur d'écrire un code malveillant. Il peut écrire du JavaScript ou du SQL, et si vous ne faites pas de cette petite vérification, votre programme peut exécuter sans s'en rendre compte une requête SQL qui pourrait dévoiler les mots de passe contenus dans votre base de données, par exemple. Donc dès qu'on donne la possibilité à l'utilisateur d'envoyer une chaîne de caractères au serveur, on utilise une fonction type strip tags, mais il en existe d'autres, qui permet d'empêcher justement tous ces caractères spéciaux. Donc voilà pour add user. Ça, c'est pour insérer un utilisateur. Ensuite, il y a get user. Get user, c'est pour récupérer les utilisateurs. Je fais un require once helper, je crée mon helper. Ensuite, je vais vérifier si dans l'URL, j'ai un ID. Et je vais vérifier si cet ID est plus grand que 0. En fait, getUser, ça va permettre de récupérer la liste des utilisateurs, donc de tous les utilisateurs, ou de récupérer un utilisateur par ID. Si je dis je veux l'utilisateur numéro 10, ça va me retourner juste les informations de l'utilisateur numéro 10. Sinon, ça va tout me retourner. Donc, voilà, getUser. Je vérifie si on a un ID. Et si jamais on a un ID, je vais dire que users est égal à helper flèche getUserID. Sinon, user est égal à helper getUser sans préciser l'ID. Ce qui fait que ça me retournera la liste de tous les utilisateurs. Et je fais un écho de users pour afficher le tableau des utilisateurs. Et enfin, le fichier helper.php. Donc tout en haut de ce fichier, j'utilise des define pour définir l'hôte de ma base de données, le nom de ma base de données, le nom d'utilisateur de ma base de données et le mot de passe de ma base de données. Donc ça, ce sont les 4 informations qui sont nécessaires pour pouvoir se connecter à la base de données. Je crée donc des constantes tout en haut de mon document. Puis je crée ma classe helper. Et dans cette classe helper, je vais créer les différentes fonctions. Parmi ces fonctions, je vais avoir la fonction connectBDD qui va permettre de se connecter à la base de données. Pour cela, j'utilise PDO, qui est le système qu'on utilise en PHP pour se connecter à une base de données. Et PDO prend en paramètre tout ce qu'on a créé en haut, à savoir l'hôte, la base de données, le nom d'utilisateur, le mot de passe. Ensuite, je crée la fonction getAllUsers qui permet de récupérer tous les utilisateurs. En paramètre, je passe l'ID qui par défaut est à nul. Donc par défaut, il n'y a pas d'ID, mais si on précise un ID, ça va permettre de récupérer précisément un utilisateur. Ici, je crée une référence vers ma base de données qui est égale à this/connectBDD. ConnectBDD, c'est notre fonction ici qui nous return la connexion. Donc ça va me retourner la connexion à la base de données. Puis je vais écrire ma requête SQL. Donc là, ce que je fais, c'est que je crée une condition where. Et si jamais l'ID n'est pas nul, je dis que
On veut récupérer l'ID en question, sinon je ne mets pas de condition. Puis je crée ma requête SQL, select étoile from users, where ID plus grand que 0. Et là, j'injecte mon autre condition si jamais l'utilisateur a spécifié un ID. Le résultat, ça sera BDD prepare SQL. Donc là, on prépare la requête SQL. Et ensuite, quand je fais result flèche execute, ça va exécuter ma requête SQL. Ce qui fait que ça va vraiment procéder au select dans la base de données. Puis, j'utilise le fetch all pour récupérer un tableau associatif. Donc en PHP, on peut récupérer les données sous forme d'objets ou de tableaux. Donc là, j'ai pris un tableau associatif. Et je fais un return de parse user JSON parce que je vais convertir tout ça au format JSON qui est plus pratique pour travailler tout simplement. Donc parse user JSON, ce que ça fait, c'est que ça prend en paramètre un tableau, puisque c'est bien ce qu'on a, hein. On a un tableau associatif que je passe ici. Donc parse user JSON, ça prend en paramètre ce tableau. Je crée un autre tableau dans ma fonction. Et là, ce que je fais, c'est une boucle for each. Pour chaque élément contenu dans le tableau passé en paramètres, je récupère les clés et les valeurs, ce qui va me permettre de pouvoir récupérer donc toutes les informations, l'ID, l'email, le mot de passe, la date, puisque ce sont les 4 informations qu'on a dans notre base de données. On aurait pu avoir plein d'autres informations, il aurait fallu les rajouter ici. Donc moi, j'ai que ces 4 informations. Quand c'est une chaîne de caractères, je convertis en string. Et quand c'est un chiffre, je fais un int val pour convertir ça en chiffre. Une fois que mon tableau est prêt, je fais un push. Donc chaque fois que je récupère un utilisateur, je fais un push pour l'ajouter à mon tableau, ce qui fait que je vais ajouter une ligne, 2 lignes, 3 lignes, jusqu'à ce qu'on ait fait tous les utilisateurs. Puis je fais un return de JSON en code pour pouvoir retourner le JSON final avec tous mes utilisateurs. Ensuite, la fonction addUser prend en paramètre l'email, le mot de passe. Ça se connecte à la base de données. On a la requête SQL insert into users. On va insérer juste l'email et le mot de passe parce que l'ID est généré automatiquement et la date est générée automatiquement. Donc j'ai juste besoin de préciser l'email et le mot de passe. Je les passe dans les valeurs. Le résultat, ça sera BDD prepare SQL, puis execute, puis fetch all. Et là, ce que je fais, c'est que je récupère juste le dernier ID inséré dans la base de données, simplement pour voir si ma requête a fonctionné. Parce que si j'ai un ID qui est positif, ça veut dire que ma requête a fonctionné. Ça veut dire qu'un nouvel ID a été attribué. Et si jamais ça plante, ben, j'aurai pas de last ID et je saurai que ça plante. Voilà pour cette API REST, très très simple. Maintenant, on va pouvoir tester. Je vais faire add user.php. Si je valide, j'ai des erreurs partout parce que j'ai pas précisé d'email ou de mot de passe. Donc là, j'ai pas fait de gestion d'erreur. Hein. Dans ce tuto, j'ai pas fait de gestion d'erreur. Mais je retourne bien 0. Je retourne bien l'ID 0 parce que il n'y a pas d'ID qui a été inséré. Si je vais dans ma base de données et que je fais parcourir, ma base de données est vide. Donc on n'a pas de gestion d'erreur, mais rien n'est inséré dans la base de données. On a quand même une vérification. Donc je fais un add user, et maintenant je vais préciser point d'interrogation email est égal à anthony@mail.fr et passe, donc je vais créer un mot de passe, est égal à 1, 2, 3. Là je valide, et vous voyez que j'ai 1 qui a été retourné. Je vais créer un email Toto avec le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5. Je valide et là j'ai l'ID 2 qui est retourné. Maintenant, si je retourne dans ma base de données et que je clique sur parcourir pour actualiser la page, on voit que j'ai bien 2 utilisateurs qui ont été insérés, Anthony et Toto, avec respectivement les ID 1 et 2. Et je vois que le mot de passe chiffré a été ajouté à la base de données. Évidemment, le mot de passe n'est pas stocké en clair, puisqu'on le chiffre en MD5 avant de l'ajouter, tout simplement. Maintenant, si je fais Titi
avec le même mot de passe et que j'actualise, on voit que Toto et Titi ont le même mot de passe parce que le HMD5 est le même, mais on ne peut pas savoir quel est le mot de passe qui a été saisi. On sait juste que le mot de passe est le même parce que le H est le même. Voilà, donc ça marche. Ça marche. On peut insérer des choses dans la base de données. Maintenant, si au lieu de faire un add user, je fais un get users.php et que je valide, je vois bien l'ensemble des utilisateurs présents dans ma base de données et le tout m'est retourné au format JSON, comme vous pouvez le constater. Alors j'ai installé une extension pour Google Chrome, cette extension s'appelle JSON Viewer, ce qui fait que j'ai un beau JSON bien formaté. Chez vous, vous aurez juste une chaîne de caractères de base, mais c'est la même chose, c'est juste que j'ai installé cette petite extension. Donc là, on voit que ça marche. J'ai toutes les informations d'un utilisateur. Si maintenant je fais point d'interrogation ID est égal à 1, ça me retourne uniquement les informations de l'utilisateur numéro 1. Si je fais ID 10, bah ça me retourne un tableau vide parce que l'utilisateur numéro 10 n'existe pas. Donc voilà pour cette première partie du tuto sur la conception d'une API REST capable d'insérer et de récupérer des données dans une base de données. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est bon, vous avez fait le plus dur. On a vraiment tout ce qu'il faut maintenant pour pouvoir gérer des utilisateurs. Avant de passer à la suite, je vous rappelle que c'est super important de vous abonner et de mettre un like. Et on se retrouve dans 2 petites secondes dans Unity pour implémenter donc le système de création d'utilisateurs et de connexion directement depuis Unity. Ok, donc on se retrouve dans Unity pour cette seconde partie. Première partie, c'était la création de l'API, et là maintenant on va voir comment l'utiliser directement dans Unity. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un projet totalement vide, et je vais faire quelque chose de basique. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer par créer un canvas, GameObject UI canvas. Dans ce canvas, je vais faire GameObject UI et je vais créer un panel par exemple. Ce panel, alors je vais le renommer en panel create. Panel create qui va permettre de créer un compte. Donc ce que je vous propose, c'est que on fasse quelque chose comme ça, avec une sorte de panel à gauche. Quelque chose comme ça. Je vais pas faire une jolie interface. Je vais vraiment faire quelque chose de très basique, juste du fonctionnel. Je vais pas faire une jolie interface. Donc, j'ai un panel à gauche, qui sera le panel Create, et j'ai un panel à droite, qui sera un panel Connect. À gauche, on va créer notre compte. À droite, on va utiliser notre compte. Donc, je vais commencer par le panel de gauche, ici. Alors déjà, le canvas, je vais pas le mettre en constant pixel size, je vais le mettre en scale with screen size. Voilà. Du coup, je dois refaire ça, repositionner mes panels. Ok. Donc, je disais, panel de gauche, on va faire la création de compte. GameObject UI. Et là, je vais prendre un input field. Comme ça, on pourra donner la possibilité à l'utilisateur de saisir un texte. Je dois importer TextMesh Pro. Donc, je vais cliquer ici pour importer TextMesh Pro Essential. Donc, je crée mon input que je positionne par là. Cet input, ça sera dans le panel Create. Je duplique l'input en dessous, comme ça. Et je vais créer encore quelque chose. GameObject UI, je vais créer un bouton. Et le bouton, je le place en dessous, comme ça. Toujours dans le panel Create. Le premier input tout en haut, dans le placeholder, je vais mettre email. Le deuxième input, dans le placeholder, je vais mettre password. Et le bouton, je vais laisser ça comme ça. Ce qui fait que l'utilisateur aura la possibilité de saisir un email, un mot de passe et de cliquer sur le bouton. Lorsqu'il va cliquer sur le bouton, ça va envoyer la requête au serveur pour dire « Crée-moi ce compte ». Et je vais dupliquer ça, CTRL-D,
Je vais déplacer ça sur le panel Connect et je vais tout placer ici à droite dans le panel Connect. Et à droite, l'utilisateur pourra saisir son email, son mot de passe, cliquer sur le bouton. Et si jamais l'email et le mot de passe sont corrects, si jamais ça correspond bien à un utilisateur dans la base de données, on va juste afficher un petit message dans la console OK. Bon, à partir de là, je vais avoir besoin de créer des scripts. Donc, dans mes assets, je vais faire clic droit, Create Folder, Script. Donc, je crée un dossier script. Là-dedans, je vais faire clic droit, Create C# Script. Je vais l'appeler Sign-in. Sign-in qui permet de dire que je veux m'enregistrer, je veux m'inscrire. Donc ce script sign-in, je vais le mettre sur le bouton ici à gauche, comme ça. Et je vais créer un nouveau script, clic droit, Create C# Script, Login. Login qui sera l'inverse, au lieu de créer le compte, ça va être utiliser le compte. On va envoyer notre email, notre mot de passe, et on dit, voilà, je veux me connecter avec ces identifiants. Donc ce script login, lui, je le mets sur le bouton de droite, comme ça. OK. Le bouton de gauche, je vais lui ajouter un événement. Donc ici dans les événements, dans le on-click, je fais petit plus et je fais glisser le bouton. Le bouton de droite, je vais lui ajouter un événement, petit plus, et je fais glisser le bouton de droite. Voilà. Les scripts login et sign-in, je vais les ouvrir dans Visual Studio. Là-dedans, je vais créer une fonction public void. Donc là, je suis dans sign-in. Je vais créer une fonction create account. Voilà. Donc public void create account. Et dans login, je vais faire pareil. Public void connect. Voilà. Donc mes deux fonctions publiques ont été créées, ce qui fait que maintenant si je sélectionne le bouton dans l'événement onClick, je vais pouvoir retrouver Sign in, Create Account. Et dans le bouton de connexion, je vais pouvoir retrouver la fonction Login et Connect. Donc voilà, maintenant lorsque je vais cliquer sur les boutons, automatiquement ça va me déclencher la fonction associée, qui est totalement vide, donc rien ne va se passer. Mais en tout cas, le clic va être détecté et la fonction va s'exécuter, bien que cette fonction soit totalement vide. Alors, dans les deux cas, que ce soit dans le script login ou dans le script sign-in, je vais ajouter TextMesh-Pro. Je vais faire un using TM Pro, ce qui va me permettre de pouvoir utiliser les éléments de TextMesh-Pro, notamment l'input field, dans lequel l'utilisateur va pouvoir saisir son email, son mot de passe. Dans les deux scripts, toujours, je vais créer des variables publiques, public tmp input field mail et passe. Donc dans les deux cas, je vais créer ces variables-là, ce qui va me permettre de pouvoir accéder aux input fields email, mot de passe dans le script, pour pouvoir les récupérer et puis faire les traitements que j'ai besoin de faire. Donc là, si je retourne dans Unity, sur le bouton de gauche, j'ai bien le script sign-in, et j'ai mes deux variables qui apparaissent. Je peux ensuite faire glisser l'input field email et l'input field mot de passe là-dedans. Idem pour le bouton de droite, j'ai le script login. Je peux faire glisser l'input field pour l'email et l'input field pour le mot de passe. Donc là, j'ai vraiment fait tout ça à l'arrache. Hein. Je n'ai pas nommé mes éléments, c'est difficile de s'y retrouver. Mais bon, comme on a juste quelques éléments, vous comprenez de quel input il s'agit. C'est vraiment pour aller droit au but. C'est pour ça que je ne passe pas de temps sur la conception de l'interface. On va vraiment droit au but, c'est-à-dire directement dans le script. Donc là, on a nos deux variables qui sont renseignées pour nos deux scripts. Donc ici, une fois qu'on est là, on va écrire le code du script sign-in. Je l'ai déjà écrit en avance pour vous. Ce que l'on va faire dans la fonction create account que nous avons préparé ensemble. Ce que l'on va faire là-dedans, c'est un start coroutine pour démarrer une coroutine. Cette coroutine s'appelle getRequest et ça prend en paramètre l'URL que l'on souhaite appeler. Donc nous, on souhaite appeler localhost /tutounity /adduser.php, c'est le script que nous avons créé. Puis nous voulons passer les paramètres get dans l'URL
Je fais donc point d'interrogation, email est égal à, et là je fais une concaténation plus mail.text, sachant que mail.text, ça correspond à notre variable ici, mail, qui contient le input field, et mail.text, ça correspondra au texte que l'utilisateur dans Unity aura saisi. Donc je vais dire que l'email est égal à l'email saisi, et le mot de passe est égal au mot de passe saisi. Donc on fait un start coroutine de ça. Et la coroutine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait on crée une variable de type UnityWebRequest, que j'appelle 3W, qui est égale à UnityWebRequest.get, puisqu'on fait un appel get. Et entre parenthèses, je passe l'URI ici, qui correspond à tout ça. Ensuite, je fais un yield return www.sendWebRequest, ce qui me permet d'exécuter la requête. Alors, je suis bien dans un IEnumerator, puisque je fais un start coroutine. Et dans un IEnumerator, on doit faire un yield pour patienter le temps que la requête s'exécute, puisque c'est pas instantané. Si le résultat n'est pas égal à success, ça veut dire qu'il y a eu une erreur pendant la requête. À ce moment-là, j'affiche un message d'erreur dans la console. Sinon, j'affiche le résultat renvoyé par l'API. C'est tout. C'est aussi simple que ça. J'ai pas testé, je pense que ça devrait marcher. Donc voilà, ça correspond vraiment à l'URL que l'on a créé ensemble. Si je retourne dans le projet de tout à l'heure, c'est bien l'URL qu'on avait, localhost, tuto unity add user, email est égal à blablabla, mot de passe est égal à blablabla. Donc ça, c'est vraiment l'URL que j'appelle. Mais au lieu de l'appeler via mon navigateur, je vais l'appeler directement depuis Unity. Donc je prépare l'URL ici, et je déclenche l'appel à l'URL comme ceci. On va tester. Donc là, j'ai 4 utilisateurs dans ma base de données, ce qui fait que si je rajoute un utilisateur, il aura l'ID numéro 5. Normalement, si je crée un compte depuis Unity, que je saisis un email, un mot de passe et que je crée le compte, l'ID numéro 5 devrait m'être attribué et dans la console, je devrais voir le numéro 5 apparaître. Je teste, je lance le projet. Ici, je vais saisir un email, par exemple unity@mail.fr et en mot de passe, je vais mettre 1, 2, 3. Je clique sur le bouton ici. Et là, vous voyez que j'ai bien 5 qui apparaît dans ma console. C'est qu'a priori, ça a marché. Si je regarde dans ma base de données, je vois bien l'utilisateur numéro 5, unity@mail.fr, qui possède le mot de passe 202cb blablabla, ce qui correspond au même mot de passe que le premier utilisateur que j'avais créé, qui est donc 1, 2, 3, mais chiffré en MD5. Donc là, ça a marché. On a bien l'utilisateur qui a été créé depuis Unity. Donc cette première étape est faite. C'est exactement comme quand on passe par le navigateur, sauf que là, on ne passe pas par le navigateur et c'est Unity qui appelle l'URL en passant les bons paramètres. Pour la partie login, je me rends compte que finalement, j'ai oublié quelque chose en fait dans notre API, parce que notre API, on fait des get user qui retournent tous les utilisateurs. On fait un get user by ID qui retourne un utilisateur par son ID. Mais moi, j'ai besoin de récupérer un utilisateur par email plus mot de passe. Ça, je ne l'ai pas prévu dans mon API. Donc, je vais faire un tout petit rectificatif sur l'API. Vous allez voir, c'est très très simple. C'est vraiment très très simple. Donc, je retourne sur mon API. Dans le fichier helper.php, on avait la fonction getUser que je vous ai présentée. Cette fonction, je l'ai tout simplement dupliquée. Je l'ai copié-collé. Je l'ai collé en dessous, je l'ai appelé checkUser au singulier. Donc au lieu de faire un getUser, je fais un checkUser. Cette fonction prend en paramètre l'email et le mot de passe, qui sont les deux données dont j'ai besoin pour vérifier une connexion. Et la seule chose qui change parmi les deux fonctions, c'est la condition dans le where. Ce que je fais, c'est que je vérifie l'email et le mot de passe. Donc en gros, je dis récupère l'utilisateur dont l'email est égal à email et le mot de passe est égal à mot de passe. Donc voilà ce que je fais.
En plus de ça, j'ai modifié le fichier getuser.php. On avait fait le if et le else ensemble. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté juste au milieu un else if. Donc si on appelle le fichier getuser, qu'on passe un ID, on fait ça. Si on ne passe rien du tout, on fait ça. Mais si jamais on passe un email et un mot de passe, bah, je récupère l'email et le mot de passe saisi. Et je fais un helper check user. Au lieu de faire un get user, je fais un check user qui correspond à la nouvelle fonction. Et je passe en paramètre l'email ainsi que le mot de passe. Et je n'oublie pas de chiffrer le mot de passe en MD5, parce que si je compare un mot de passe pas chiffré avec un mot de passe chiffré, la correspondance ne se fera pas et ça ne marchera pas. Donc je dois absolument utiliser le MD5, et au moins le mot de passe ne circule pas en clair au final. Donc voilà pour ces quelques petites modifications. Donc je retourne dans Unity. La création de compte fonctionne. Maintenant on va tester le login. Le login c'est exactement pareil. C'est tout pareil. La fonction connect, donc là je suis dans le script login, elle fait un start coroutine, get request, et là on passe une URL. L'URL que l'on passe, c'est l'URL getusers.php. On précise l'email. On précise le mot de passe. Donc là, on envoie l'email et le mot de passe de l'utilisateur. En réalité, pour que le mot de passe ne circule jamais nulle part sur le réseau, il aurait fallu chiffrer en MD5 directement ici. Au moins, la requête qui part vers le serveur ne contiendra même pas le mot de passe en clair. Là, pour le tuto, je ne vais pas le faire parce que je me concentre juste sur l'essentiel. Et la get request, c'est exactement la même que tout à l'heure. Là, c'est vraiment la même, il n'y a aucun changement. Donc j'exécute la requête, j'affiche le message d'erreur s'il y a un message d'erreur, et j'affiche le texte si jamais il y a un texte qui m'est retourné. Alors si vous regardez l'API, normalement le texte qui nous est retourné, c'est les utilisateurs. Ça sera du JSON. Ça sera du JSON avec les informations de l'utilisateur, son ID, son email, son mot de passe et la date de création voilà, au format JSON. On va tester. Donc je retourne dans Unity, je lance le projet. À gauche, c'est pour créer le compte, ça on a vérifié, ça marche. À droite, c'est une fois que mon compte est créé, qu'il existe et que je veux me connecter, je saisis mon email. Donc là, mon email, c'est unity@mail.fr. Mon mot de passe, c'est 123. Je clique sur le bouton. Et là, vous pouvez voir que dans la réponse, alors ça doit être tout petit sur votre écran, mais dans la réponse, j'ai bien du JSON. J'ai ID 5, email Unity, blablabla. Le mot de passe, c'est mon mot de passe chiffré. Et ensuite, j'ai la date de création de l'utilisateur. Je vais juste faire clic droit dessus. Alors, je vais déjà quitter. Voilà, je vais juste copier le message. Et je vous le colle ici pour que vous puissiez le voir en plus grand, pour bien vérifier qu'on a bien l'ID, on a bien l'email, le mot de passe et la date de création. Et le tout est bien au format JSON. On a un tableau à une seule entrée parce qu'évidemment, il n'y a qu'un seul utilisateur qui possède ce couple email-mot de passe qui est donc unique dans la base de données. Donc voilà pour cette vidéo sur comment faire en sorte que Unity puisse communiquer avec une base de données pour y insérer des données ou pour récupérer des données. Maintenant que vous savez ça, vous pouvez à peu près tout faire. Vous pouvez créer un système de meilleurs scores. Dès qu'un joueur fait un score, vous pouvez sauvegarder le score dans la base de données. Vous associez le score au joueur et puis voilà. Et ensuite, vous pouvez faire une petite fonction dans votre API REST qui permet de récupérer les 10 meilleurs scores par exemple. Donc vous pouvez récupérer les 10 meilleurs scores avec le nom du joueur et le score associé, et puis créer un tableau des meilleurs scores, et le tout sera chargé dynamiquement depuis votre base de données en ligne. Vous avez vu, c'est assez simple. Avec cette petite technique que moi j'utilise, c'est pratique parce qu'on a donc une API qui peut être utilisée depuis Unity ou n'importe quel autre logiciel, depuis une application, un site web, peu importe. Et puis c'est très pratique parce que Unity est capable d'appeler une API très simplement grâce à Unity Web Request tel que je vous l'ai présenté ici. Voilà pour cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi s'il y a d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur la chaîne.